Ernest Judet, 3 ans après la trahison de Le Petit Journal, 7 février 1898. Puisque M. Zola et ses complices se coalisent pour nous jeter dans de telles impasses, nous leur refuserons le plaisir de nous y casser la tête. Leur tactique n'a qu'une issue, l'assommoir national. Il reste encore dans notre pays assez de sang-froid et de virilité pour mettre hors d'état de nuire l'écrivain sans pudeur, le rhéteur sans âme et sans scrupules, l'inventeur maladroit de marionnettes qu'il transporte de ses romans dans le domaine de la politique et de la justice. Dans son infatuation étourdie, ignorant tout de l'affaire Dreyfus, il a commis la sottise de crier « J'en fais mon affaire ». Devons-nous payer cet accès de vantardise du prix qu'il met à son recul, de notre sécurité ébranlée pour tirer sa vanité d'embarras? Lui servirons-nous de rançon? S'il est prisonnier entre crainte du ridicule et l'impuissance de tenir sa promesse, a-t-il le droit de tout démolir pour se sauver de sa propre débâcle? Cet anarchiste littéraire n'est plus qu'un prédicateur de guerre civile et de guerre étrangère, un précurseur d'émeutes et de démembrement. Nous ne voulons pas de la tyrannie de son pédantisme incendiaire et de la dictature criminelle de sa plume. C'était trop de ces livres orduriers. Il passe aux actes. Halte là. Henri Céard, Lettre à Zola, Le National, 10 février 1898. À bas la France. On souhaitait la lumière, la voici tout entière. La vérité était en marche. Nous savons maintenant où elle aboutit. Maintenant, les esprits réservés ne sauraient plus hésiter et demeurer incertains dans l'opinion à concevoir et dans le parti à prendre. On les a dupés quand on a laissé entendre qu'il s'agissait d'une virtuosité esthétique et justice éternelle. La justice, personne ne s'en préoccupe. Dreyfus, personne ne s'en soucie. Le travail auquel on se livre, c'est le travail de destruction de la France. Robert Charly, La politique, la République française, 10 février 1898. Toute l'affaire Zola tient dans ce cri, échappé hier à l'orgueil dément de l'auteur de Nana. Je ne connais pas la loi, je ne veux pas la connaître. Peut-il désormais subsister un doute sur l'état d'esprit de cet homme, que de trop grands succès littéraires ont grisé, que des échecs mérités ont affolé ensuite, et qui, maintenant, sans boussole, s'en va à la dérive, au gré de ses haines personnelles, jouet d'insensée colère que lui-même avoue ne plus pouvoir dompter. Ernest Judet, Les conspirateurs en cour d'assises, Le Petit Journal, 10 février 1898. Zola, acclamé par tous nos ennemis, idole de tout ce qui a juré de détruire notre unité et de briser notre puissance, s'est offert le luxe d'injurier, de calomnier avec la justice militaire l'armée nationale. Luxe en vérité peu coûteux, car on lui a donné pour châtiment les tréteaux qu'il voulait. Au lieu de lui imposer le silence, on lui accorde la publicité officielle d'un débat où ses diatribes ne courent qu'un risque platonique, hors de toute proportion avec le crime. C'est un anarchiste. Il devrait être poursuivi pour propagande des faits d'anarchie et pour complot. Au lieu de ce traitement logique, commandé par les bravades et les menées du chef des insurgés, on élargit son droit à l'insulte, au désordre, aux provocations dissolvantes dont l'étranger lui a confié la mission chez nous. Henri Céard, Lettre à Zola, L'événement, 11 février 1898. Levez-vous, mon cher Zola. Dites que coûte, aux dépens même de votre amour-propre, qui, ailleurs, trouvera sa revanche? Vous voulez faire cesser une agitation qui compromet l'existence même du pays, et que, citoyen français, ayant exprimé ses idées sous sa responsabilité, vous déclinez toute alliance avec ces étrangers, dont l'acclamation vous compromet et vous répugne. Dites que, malgré ce qu'on a eu le deuil d'entendre dans les corridors de la cour d'assises, le cri de « Vive Zola !» n'est pas aujourd'hui synonyme de « À bas la France ».
Dégagez votre personnalité, restez inattaquable de la promiscuité d'individus qui plus tard feront peut-être plus mauvaise figure que vous sur le banc des accusés. Avouez votre dégoût pour ces documents de sycophante, si opposés à votre amour de la vérité. Les jurés vous entendront et rendront le verdict de respect et de justice, par où la France trouvera quelque apaisement. Sans cette précaution qui peut venir de vous seul, votre condamnation ou votre acquittement servirait de signal aux pires catastrophes. Vous pouvez les empêcher. Il est encore temps, mon cher Zola. Jean Ajalbert, Vive Zola, Les droits de l'homme, 13 février 1898. Il crie à bas Zola, c'est-à-dire à bas la lumière, à bas la vérité, à bas la liberté, à bas la justice, à bas la foi et le courage civique. Il crie à bas Zola, c'est-à-dire à bas la République, à bas la Révolution. Il crie à bas Zola, c'est-à-dire vive le sabre, vive le goupillon. Eh bien, personne n'a plus le droit de se taire. Il ne s'agit plus des romans de Zola, il s'agit de l'histoire de la France. Puisque Zola, par sa malaudace et son formidable élan, personnifie aujourd'hui la tradition française, dans ses vertus les plus généreuses, ne laissons pas la canaille rouge et noire pousser impunément son cri de réaction. Vive Zola! Contre la tourbe des rues, les souteneurs embrigadés par la sûreté, qui poursuivent en vociférant le fiacre d'Yves Guyot ou la voiture de Laborie. Et les journaux décorés applaudissent et encouragent, ils disent « L'admirable peuple de Paris !» Le peuple, ça? Allons donc, il travaille, le peuple. Il n'a point le temps d'aller hurler sur les quais. Vive Zola! Contre les intrépides citoyens qui se jettent à 1000 contre 1. À la veille du XXe siècle, toute une presse criminelle excite la populace à se ruer point tendu sur un écrivain. Gloire de notre pays. Vive Zola! Contre cette presse syndiquée dans le mensonge dont les patrons ou les valets s'attachent d'un ruban rouge. Vive Zola, oui, contre les Boisdeffre, les Biot, les Dormecheville, les Dupaty de Clam. Vive Zola contre la bureaucratie armée contre laquelle nous ne désarmerons pas. Vive Zola contre le képi jésuitique et contre la mitre qui absout les coups d'État. Vive Zola, l'italien, contre Maurice Barrès, le déraciné, qui se plantera où l'on voudra de lui comme député. Vive Zola contre les indifférents qui ne veulent rien entendre. Vive Zola, crions-le, pour tous ceux qui doivent se taire aussi, ligotés par la nécessité de vivre. Des milliers et des milliers qui sont avec nous seraient brisés demain s'ils manifestaient publiquement. Vive Zola, contre tous ces ministres de la honte qui jettent la nation dans les plus effroyables compromissions cléricales et militaires. Vive Zola contre le digne commandant Esterhazy, l'exemple de l'armée que les juges du Conseil de guerre pressent contre leur poitrine, l'ami de Drummond. Vive Zola contre le président de Le Gorgue, qui ferme la bouche à toute question de la défense sur l'affaire Dreyfus, mais laisse tout dire au cul rouge du Cherche-Midi en représentation à la cour d'assises. Vive Zola, contre tous ceux qui hurlent à bas Zola. Alphonse Humbert, Ce que crie la foule, l'éclair, 13 février 1898. La foule crie à bas Zola, tout bonnement parce qu'elle est honnête, parce qu'elle est patriote, et que son patriotisme et son honnêteté sont révoltés, parce qu'a dit et fait M. Zola, parce qu'ont dit et fait les étranges justiciers qui se sont associés à sa campagne. Enfin de croire que la foule en veut à M. Zola de son origine italienne. Pardon, si M. Zola s'était contenté d'écrire Nana et Pot-Bouille, personne ne lui demanderait s'il est de Venise ou de Pantin. Mais M. Zola s'est mêlé de réhabiliter un condamné pour trahison. On pouvait concevoir que ce rôle le tentât, tant qu'il a pu douter des actes abominables imputés au condamné de 1894. Mais quand il n'a plus été possible de soutenir qu'il y avait erreur judiciaire et que c'était un bon Français qui gémissait, là-bas, dans la casemate de l'île du Diable, quand l'infamie de Dreyfus enfin a été certaine,
M. Zola n'a pas eu la loyauté de désarmer. Par entêtement vaniteux pour n'être pas amené à reconnaître qu'il s'était trompé, que cette foule dont il méprise l'ignorance et l'intellectualité, avait eu plus de bon sens et de clairvoyance que lui, il est demeuré le défenseur entêté d'un misérable qui avait essayé d'ouvrir à l'invasion allemande les chemins de sa patrie. Et pour soutenir ce rôle détestable, il a triché avec sa propre conscience. Il a maquillé ses colères. Il a mis un faux nez à ses indignations. Il a simulé des fièvres qu'il ne sent pas. Il a feint de s'emballer sur des questions de procédure auxquelles il n'entend goutte. Bref, il a placé le souci de son orgueil au-dessus de celui de la sécurité nationale. Et pour se sauver du ridicule, il a joué avec des intérêts que tous les bons Français tiennent pour sacrés et intangibles. Comment la foule ne hurlerait-elle pas? Jean Rameau, Les victoires de M. Zola, Le Gaulois, 14 février 1898. Nous le tenons, le héros insigne, l'enfant de la victoire qui a porté notre renom aux quatre coins de l'univers. Et ce héros, c'est M. Zola. M. Zola lui-même l'a proclamé devant la cour d'assises. À lui nos arcs de triomphe, il tire à 100 000 exemplaires, il serre la France avec sa plume, et la postérité est priée de ne pas hésiter entre lui et nos généraux. Certes, nous croyons, nous aussi, qu'on peut servir son pays autrement qu'avec une épée. Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo ont fait autant pour la réputation et la grandeur de la patrie que les guerriers les plus valeureux, mais quelque bonne opinion que M. Zola ait de lui-même, il ne s'imagine certainement pas que sa gloire est faite des mêmes rayons que celle de ses génies. Ces histoires de blanchisseuses ne feront pas pâlir la légende des siècles, car il faut bien le lui dire puisqu'il semble l'oublier. Ce n'est pas du tout pour l'amour de l'art qu'on achète ses livres. Ceux de M. Georges Aunet, apparemment, c'est pour leur qualité qu'on les lit, mais les siens, c'est surtout pour leurs défauts. Il n'est pas si difficile, en somme, de gagner des batailles de papier et de vendre à 100 000 exemplaires. Il n'y a souvent qu'à ne pas être dégoûté. Abbé Garnier, le cas de M. Zola et l'Union nationale, le peuple français, 15 février 1898. Le plus grand mal que les Juifs et les francs-maçons, leurs complices, souvent inconscients, nous aient fait, c'est de nous diviser, de nous apprendre à nous entredéchirer et à nous combattre. Diviser pour régner, telle fut toujours leur politique. Pendant que nous étions absorbés par nos querelles intestines sur les choses religieuses, politiques ou sociales, ils faisaient, eux, leur travail souterrain contre la France. Nous pourrons avoir une certaine reconnaissance pour Zola si par ses stupides attaques contre l'armée, il produit la fédération puissante de tous ceux qui disent « Non, non, les Juifs n'arriveront pas à démembrer la France comme ils l'ont juré. Nous relèverons une à une toutes les ruines qu'ils ont faites, et pour y réussir, oubliant tous nos griefs personnels, nous resterons franchement et loyalement unis. » Jean Adalbert, Si j'étais, Les droits de l'homme, 17 février 1898. La chose jugée, c'est la loi. Voilà derrière quoi misérablement s'est retranché le syndicat Esterhazy. La justice, c'est le droit. Voilà ce que nous répondrons. Zola condamné, ce serait dans la tradition. Victor Hugo l'a écrit. Avoir écrit, cela motive les verrous. Où mènerait la pensée si ce n'est au cachot? Cela date de l'Empire. Espérons que cela ne sera pas, après 27 ans de République. Paul Alexis, pour Zola, Les droits de l'homme, 21 février 1898. Les heures troublées passeront, j'ai confiance dans l'avenir. Je crois à l'expansion inévitable de la vérité et compte sur la justice définitive. Quand tout sera rentré dans l'ordre, l'acte d'héroïsme intellectuel de Zola sera enfin apprécié à sa valeur. Un revirement subit, déjà prévu, certain et irrésistible aura lieu.
et nous assisterons alors à ce spectacle. Ceux qui, aujourd'hui, le conspuent, dans la rue ou dans les feuilles, seront les premiers à le saluer très bas. Et ils se fâcheront même toujours si quelqu'un, doué d'un peu de mémoire, s'avise alors de leur rappeler le lâchage de jadis, même leur remontrance mielleusement empoisonnée. Dès Quimont, Zola suggestionné par les Juifs, le peuple français, 22 février 1898. Zola fait entièrement partie de cette tribu de judaïsants et de dénationalisés. Il a cessé d'être français si toutefois il l'a jamais été pour devenir juif. Son âme et son cerveau ne lui appartiennent plus. Les passions et les idées lui arrivent toutes faites avec une impétuosité suggestive. Israël lui donne des ordres auxquels il n'est pas maître de désobéir. L'étrangeté de ses emportements, sa manie convulsive d'accusations et d'injures, son étalage personnel et son emphase ont tellement étonné qu'on s'est demandé s'il n'était pas fou. Non, Zola n'est pas positivement un aliéné, il est tout simplement un arien dégénéré en sémite, c'est-à-dire un homme dégradé. Ces manifestations n'émanent pas d'une intelligence libre, mais d'un automate cérébral. Fernand Xau, Émile Zola et l'affaire Dreyfus, Gil Blas, 22 février 1898. Il est hors de doute que Zola a commis une lourde faute et assumé une effroyable responsabilité. Responsabilité qui l'aggrave encore aujourd'hui en apportant l'appui de son nom et de sa personnalité, de son talent et de son autorité, les mots sont de lui, à une cause internationale, et en persistant à envelopper dans une série d'accusations ceux qui, étant les chefs de l'armée, en sont l'incarnation vivante. Nous ne sommes point des pourvoyeurs de tribunaux. Nous ne réclamons point avec férocité l'application des lois contre les coupables, quels qu'ils soient. Et personnellement, je ne puis oublier que Gil Blas a été une tribune, où Zola a bien voulu faire entendre sa voix puissante, au moment où il avait l'honneur et la gloire de ne faire que de la littérature. Quant aux conséquences de l'ingérence de Zola et du procès actuel, demandez à nos industriels, demandez à nos commerçants, petits et grands, de vous les indiquer. Leur réponse sera tristement éloquente. Les affaires sont nulles, les hôtels sont vides, les théâtres ont vu leurs recettes diminuer dans des proportions énormes, et il ne s'agit pas ici des seuls endroits de plaisir ou de distraction. Demandez aux grands magasins, demandez aux petits boutiquiers, où en sont leurs recettes. Je sais que c'est là un sujet bien terre-à-terre et qu'il ne tient que peu de place dans l'opinion des intellectuels. Tout de même, j'incline à croire que dans la vie sociale, il a une certaine importance car maintenant, tout ne finit plus en France par des chansons, mais tout se termine par des impôts. Fernand Xau, le procès Zola, Le Journal, 22 février 1898. Elle n'est décidément point heureuse, cette défense de Zola. Elle est même tout à fait pitoyable. C'est un mauvais morceau de littérature dont la dialectique échappera à tous. Et ce ne sont pas les quelques descriptions auxquelles, par une coquetterie de romancier, Zola s'est cru obligé, qui toucheront les jurés, encore qu'ils en soient les héros. Que dire, que penser enfin de cette affirmation nouvelle de l'innocence de Dreyfus, sinon qu'elle terrifie par l'assurance et l'inconscience avec lesquelles la formule son auteur. Hier, il nous disait « j'accuse » et il n'a rien prouvé. Aujourd'hui, il dit « je jure » et il n'appuie son serment sur rien. Il sait, il constate que le pays n'est pas avec lui, que le Parlement le réprouve, que la conscience publique le condamne. Mais sa vanité, cette vanité dont on m'avait tant parlé, et à laquelle je me refusais à croire, lui interdit de confesser son erreur, de reconnaître ses torts. Il tient à se solidariser jusqu'au bout, lui, l'homme intègre, l'illustre auteur de tant d'œuvres maîtresses, avec les défenseurs du traître. Il ne nie pas les ruines accumulées par sa campagne, il les enregistre même, mais il annonce qu'il continuera,
que d'autres le suivront. Ne faut-il pas qu'il ait le dernier mot? Périsse le pays plutôt que la cause qu'il a embrassée. Pauvre grand homme que nous aimions tant, que ceux qui se servent de vous et de l'autorité qui s'attachaient à votre nom et que vous avez pu fort justement invoquer, vous conduisent au plus sinistre des naufrages, au risque de faire sombrer non seulement votre gloire, qui fut incontestable, mais votre honneur, qu'il ne dépendait que de vous de laisser incontesté. Sigismond Lacroix, sous la menace, le radical, 23 février 1898. Les jurés doivent décider en hommes probes et libres, dit la loi. Or, tous les moyens sont employés, d'un certain côté, pour que les jurés de l'affaire Zola ne se sentent pas libres au moment de délibérer. Et de quel côté? Du côté de ceux qui, depuis le commencement, ont empêché la lumière de se faire, qui ont accumulé les équivoques et les mensonges, qui veulent à tout prix obtenir la condamnation de l'écrivain dans l'espoir d'étouffer enfin l'affaire Dreyfus. La bonne foi de M. Émile Zola, sa conviction ardente et sincère, éclate si puissamment, et dans la lettre au président de la République, qui motiva sa comparution devant les assises, et dans l'allocution si noble, si émouvante qu'il a adressée hier au jury, qu'une condamnation n'apparaît comme possible qu'à force de pression. Cette pression, il faut le dire, s'exerce formidablement. Sous toutes les formes, on essaye de faire peur aux jurés. On a commencé par insinuer que le syndicat tenterait de les corrompre, ce qui signifiait ceci. Si vous acquittez, nous dirons que vous avez été corrompu, acheté par le syndicat. Simultanément, on publiait tous les jours avec ostentation les noms et les adresses des jurés. Cela au moment où des cris de mort retentissaient sur le passage des prévenus et des témoins, où des magasins étaient pillés et saccagés. On a dit aux jurés, des généraux ont dit aux jurés, nous sommes l'armée, nous sommes la patrie. Quiconque s'attaque à nous, à 4 ou 5 d'entre nous, outrage l'armée et fait tort à la patrie. Le jury verra d'un côté M. Zola, grand écrivain, riche, tranquille, honoré, se jetant dans la mêlée sans autre ambition que celle de servir une cause qui lui semble juste. En face de lui, qu'y a-t-il? Un président qui mutile les débats, ferme la bouche à l'avocat, interdit de parler de l'affaire Dreyfus, quand ce sont des témoins civils qui veulent révéler ce qu'ils savent, mais laissent les témoins militaires parler ou se taire à leur gré. Des témoins qui invoquent le secret professionnel quand on les interroge, mais qui rapportent quand il leur plaît le contenu des pièces secrètes, sans d'ailleurs qu'il soit permis de vérifier leur assertion. On a vraiment dépassé la mesure de l'impartialité et de l'intimidation. On en est arrivé à ce point que les jurés n'ont plus qu'un moyen pour démontrer qu'ils sont encore libres, acquittés. Lucien Millevoye, Zola, La Patrie, 23 février 1898. Après la lamentable déclaration que M. Zola a lue au jury de la Seine, on peut dire pour cet homme tout est perdu, surtout l'honneur. Il a accusé ignominieusement un innocent du crime d'un autre. Il a osé, au nom de la justice, au nom de l'humanité, jeter la plus atroce calomnie à la tête d'un officier qui venait d'être lavé de tout soupçon par un conseil de guerre. Et il a outragé ce tribunal. Il a écrit cette infamie. Les juges militaires ont acquitté par ordre. Il a diffamé nominativement les hommes les plus respectés de notre armée. Et il a grossièrement insulté des généraux qui ont la mission sacrée d'assurer la défense du pays. Il a fait la joie de nos pires ennemis. Il a ouvert sur la France des écluses de boue. Toute la canaille cosmopolite, toute l'écume internationale est avec lui. Il est encouragé et soutenu dans sa hiteuse campagne par le militarisme étranger. Le caporalisme prussien proclame son génie universel et le césarisme germain n'a pas de meilleur auxiliaire. Sa défense personnelle est un défi stupide à l'honnêteté, à la loyauté française. Il a prêté serment solennel de l'innocence de Dreyfus. Cette innocence,
Il a eu 12 jours de débat public pour la prouver. Il n'a pas une preuve. On se demande même s'il a une conviction. Ce collaborateur de Bülow, s'il n'est pas un fou, est un traître. La Ramée, chronique militaire. La Croix, 23 février 1898. Malgré les tristesses de ce procès Dreyfus-Zola, oh l'accouplement de ces deux noms devant l'histoire. Quel châtiment pour l'auteur de la débâcle! Je n'ai pu m'empêcher de rire un brin en lisant ce cri qu'un fol orgueil a fait pousser à Émile Zola. Mais Victor, à moi, ce sont mes livres. Entre ces deux noms de Pellieu et Zola, la postérité choisira. Oui, malheureux sans-patrie, auteur infâme, démoralisateur de plusieurs générations de cette race française qui vous renie aujourd'hui avec éclat. Oui, la postérité saura choisir entre le soldat loyal, esclave de son devoir, et le vil pamphlétaire, insulteur de notre armée, qu'acclament sans relâche les Italiens, ses compatriotes, ainsi que les Juifs de Mayence et de Francfort. Et l'avenir dira ce que pèse dans la balance de l'impartiale histoire, l'œuvre malsaine du romancier, déjà mort pour tous aujourd'hui, et l'épée vaillante et sans tache du général qui a su venger ses pairs, en rappelant la conduite odieuse de Zola pendant l'année terrible, du soldat qui a craché, à la face du défenseur de Dreyfus, le mépris que l'armée tout entière voue à son œuvre anti-française. Ah, merci, mon général. Merci au nom des soldats dans le rang que la discipline rend muet. Merci au nom des vieux troupiers que votre mâle parole a consolé et réconforté au cours de ce triste procès. Pourquoi dans ce procès, tout ce qui est mécontent ou disqualifié s'est-il déclaré pour Dreyfus? Pourquoi l'allemand, l'anglais, l'italien, le métis sont-ils pour Dreyfus? Pourquoi tout ce qui est vendu, aigri, payé, sali, contaminé, taré est-il pour Dreyfus? Allons, décidément, si l'on n'était pas antisémite, on le deviendrait, ma parole, quand on constate l'action désagrégeante des Juifs étrangers implantés chez nous. Drummond avait bien raison de crier bien haut « La France aux Français ». L'Aurore, déclaration collective publiée dans le numéro du 24 février 1898. Émile Zola nous a fait le très grand honneur de soutenir dans l'Aurore le bon combat pour la justice et pour l'humanité. Nous le remercions de nous avoir associés à son œuvre. Nous sommes fiers d'avoir lutté avec lui contre le huis clos dans le huis clos, contre l'illégalité des jugements militaires, contre les abominables manœuvres de l'état-major, contre l'insolence du sabre. Nous sommes fiers d'être frappés avec le glorieux défenseur de la vérité. Et comme lui, nous sommes bien tranquilles, nous vaincrons. Yves Guyot, Zola condamné, Le Siècle, 24 février 1898. Croit-il que le siècle se taira, que nous allons nous résigner? Il se trompe. En 1893, j'ai combattu la tyrannie socialiste. En 1898, le danger, c'est la soldatesque jésuitique que nous venons de voir à l'œuvre. Nous allons recommencer Voltaire, puisque nous nous retrouvons en présence de cerveaux de l'Ancien Régime. Nous allons essayer de réapprendre aux Français la tolérance dans les mœurs et la liberté dans la loi. Contre les socialistes, il y a 5 ans, j'invoquais la Déclaration des droits de l'homme. Je l'invoque aujourd'hui contre un gouvernement qui l'a trahi, une majorité qui l'ignore, une réaction cléricale qui ne l'a jamais admise, et une soldatesque qui considère la France comme un pays conquis. Les jurés qui ont condamné Zola ont porté les clés de la société civile aux généraux de Boisdeffre et de Pellieu. Mais il reste de libres citoyens qui les désavouent. Et nous grouperons contre leurs audacieuses prétentions les citoyens qui entendent que la République française ne soit pas livrée aux prêtres et aux généraux. Ernest Judet, La flétrissure de Judas, Le Petit Journal, 24 février 1898. Son caractère comme son talent, pétri par la réclame, toujours en dehors du but, méconnaît le bien, comme il a méconnu le beau, à plus forte raison la justice. La justice est un équilibre. Or, Zola est un déséquilibré, un démesuré, un détraqué.
Il a voulu nous imposer son affaire Dreyfus comme une pièce en 5 actes, en un volume de copies. Obstination relativement inoffensive au théâtre et en librairie, mais dangereuse d'abord, bientôt fatale en politique intérieure ou extérieure. La morgue et la folie de Zola se sont combinées avec la rouerie et le crime de ses complices, qui sont ses meneurs. L'ensemble forme un gaz délétère et détonnant, dont nous n'avons pas le droit de tolérer ici les manipulations et la menace. La folie est une excuse, mais sachons nous garder des aliénés. Écartons-les de la société, car, unis au gredin, ils amènent irrésistiblement l'anarchie et l'invasion. Le jury l'a compris. Il a fait ce qu'il a dû, il a fait ce qu'il a pu. Il a fait ce qu'il a dû en condamnant la révolte de Zola contre sa patrie. Il a fait ce qu'il a pu, la loi dont il disposait ne comportant que des pénalités inefficaces. Il a donné le maximum, 1 an de prison. Ce maximum légal prouve encore combien le procès lui-même abaissait l'autorité de la poursuite en la réduisant à une simple affaire de diffamation. Car ce maximum ne pouvait garantir une expiation. Ce n'est pas une sanction, elle serait trop médiocre au prix du forfait. Ce n'est pas un châtiment, il serait insignifiant. Ce n'est qu'une flétrissure. C'est la flétrissure de Judas. Fernand Xau, le procès Zola, Le Journal, 24 février 1898. Dura lex sed lex. Monsieur Zola, comme tout le monde, n'a donc qu'à s'incliner. Pour nous, nous n'aurons pas le triomphe insolent. C'est avec satisfaction, sans doute, que nous enregistrons cet arrêt, non par passion, non par rancune ou par haine, mais par patriotisme. Nous sommes heureux de cette solution parce qu'il fallait, pour l'honneur de ce pays et de l'armée qu'il incarne, qu'elle eût lieu. Mais maintenant que la conscience publique a obtenu la légitime satisfaction à laquelle elle avait droit, et que les premiers nous n'eussions pas admis qu'on la lui refusât, nous est-il permis de faire un appel à l'homme que la justice vient de frapper et de lui dire « La faute que vous avez commise a été lourde et les conséquences en ont été terribles pour ce pays. D'instinct et à l'origine, un mouvement irréfléchi de générosité a pu fausser votre jugement et vous inciter à commencer cette campagne malsaine. C'était l'époque de vos premiers articles. Puis, avec la ténacité et la confiance en soi que vous possédez, vous avez voulu avoir d'autant plus raison que le public vous donnait tort. C'est alors qu'éclate votre manifeste « J'accuse ». Et c'est à partir de ce moment que se creuse profondément le fossé entre le pays et vous, et que ceux qui vous aiment le plus se doivent à eux-mêmes de déclarer qu'ils ne peuvent vous suivre dans une voie lamentable. Le procès a lieu, les violences de la défense, la pauvreté de vos arguments, l'absence de preuves irritent encore davantage l'opinion. Et Paris, enfiévré, la province bouillonnante se dresse devant vous. Puis le verdict est rendu. Il est inexorable. Quel est votre état d'esprit ? Je l'ignore. Et si vous ne comptez pas profiter des 3 jours que la loi vous accorde pour vous pouvoir en cassation, vous avez en tout cas 24 heures pour maudire vos juges. Usez, si vous le voulez, de ce droit, mais après, ressaisissez-vous. Écartez les conseils pernicieux de ceux qui, n'ayant rien à perdre, essayeront de vous compromettre davantage. En France, tout s'efface vite, et quand cette malheureuse affaire n'existera plus qu'à l'état de souvenir, ce qui ne sera peut-être pas éloigné si la sagesse domine, on aura bientôt oublié l'auteur de J'accuse, pour ne se souvenir que de l'illustre et glorieux écrivain que vous êtes. Paul Alexis, Vive Zola, Les droits de l'homme, 25 février 1898. C'est une honte, ils ont osé. C'est une honte pour l'institution du jury, dans l'indépendance duquel j'avais la naïveté d'espérer. Une honte pour le parquet et la magistrature, qui a dépassé la mesure de la servilité, en appliquant le maximum. Une honte pour le ministère Méline, qui a déchaîné les cannibales. Une honte pour l'état-major et les bureaux de la guerre. Enfin, une honte pour l'armée, faite pour gagner de moins faciles batailles, c'est-à-dire une honte pour nous tous,
car l'armée, c'est la patrie elle-même. Enfin, une honte pour notre époque. Quant à Émile Zola, condamné par ordre, mais condamné volontaire, qui par ce temps de veulerie s'est sacrifié pour la justice, le voilà plus grand. Paul Brûla, Notre devoir, Les droits de l'homme, 25 février 1898. Quelle que soit notre indignation, quelle que soit notre tristesse, à l'heure présente, nous pensons qu'il était peut-être nécessaire, pour notre cause, que le gouvernement fît déborder la coupe en ajoutant cette suprême iniquité à toutes les iniquités précédentes. Nous ne regrettons rien, nous continuerons la lutte, avec la conscience profonde qui nous anime, avec la conviction inébranlable que tôt ou tard, la vérité triomphera. Paul de Cassagnac, Le châtiment, au jury, l'autorité, 25 février 1898. Bravo les jurés, bravo! C'est la France entière, la vraie France, celle des patriotes, la France qui croit, qui travaille, qui se bat. C'est cette France-là qui vous applaudit à outrance. Au cri déjà si réconfortant de Vive l'armée se joint un autre cri non moins vibrant, celui de Vive le jury. Car vous avez vengé l'armée, vengé la justice, lavé les outrages et renvoyé chacun à sa place. Les Juifs au ghetto maudit, le Vénitien Zola en prison, l'armée à l'honneur. Vous devez être joliment fiers du devoir accompli. Henri Séhard, après le procès, Le Gaulois, 25 février 1898. Depuis de longs mois, au cours de la rédaction de son récent roman, M. Émile Zola, la plume à la main, avait exalté l'avènement futur de la fraternité, de la bonté et de la justice. Dès lors, on conçoit aisément comment, tout en sueur encore de son plaidoyer écrit, trouvant hors de la littérature une occasion de pratiquer les vertus dont il se jugeait naturellement le missionnaire et l'apôtre, il soit entré en guerre et soit devenu le champion du pire des condamnés d'État. Il a apporté dans la bataille les mêmes procédés qui lui furent si heureux dans le roman, un égal grossissement des circonstances et des faits. Les documents ressemblent identiquement à ceux-là qu'il a l'habitude de compulser. Ils sont incertains, tous de seconde main, mais il sait depuis longtemps la manière de les utiliser, dans le but qu'il se propose. Et puis, dans ce débat de jurisprudence, comme dans les lettres, n'est-il pas soutenu par cette illusion énergique qu'il fait de la vérité ? Il se passionne contre l'erreur présumée d'un conseil de guerre, avec la même violence dont il se passionnait pour la défense d'une pièce ou la défaite d'un critique. Il aime la bataille, au point qu'il la cherche même hors de sa spécialité. Pour ce combat, il emploie les armes qui lui furent toujours familières, les métaphores dont il a le secret, les prosopopées dont il a pris l'habitude. Au point de vue purement esthétique, qu'on veuille bien relire le pamphlet condamné aujourd'hui, le pamphlet intitulé « J'accuse ». Les experts en analyse littéraire reconnaîtront qu'il est établi dans une forme essentiellement symétrique à la forme des articles ordinaires de M. Émile Zola. Si le sujet a changé, la facture est demeurée imperturbablement la même. Il a toujours à son service la même abondance d'amplification. Le stratagème est le même de ramener toujours, soit au commencement, soit à la fin d'un paragraphe, l'ironie ou la vitupération. Qu'il abat sur ses contradicteurs. Quand il dit « j'accuse » ou quand il dit « je jure », il expose ses griefs et ses affirmations, sans preuve, par le même redoublement de formules et de mots. Il traite ses adversaires politiques de la même façon dont il traitait ses adversaires littéraires, qu'il combattait déjà au nom de la lumière et de la vérité. Le critique n'a rien inauguré dans la stratégie, et voici le romancier qui reparaît aussi complet, total, invariable, quand M. Émile Zola trace les portraits de messieurs Dupaty de Clam, Biot, Mercier et autres, sans connaître les individus, c'est lui qui l'avoue, selon les besoins de sa thèse, par intuition et d'après des oui-dire. Mais les querelles littéraires demeurent sans sanction légale.
Une attaque, une riposte, et les vivacités passées, les poignées de main arrivent vite, en attendant l'oubli. La patrie n'est jamais menacée au cours de ces algarades. Or, c'est ici que, par ses habitudes volontaires d'internement hors de la vie, M. Émile Zola ne nous semble pas avoir prévu les conséquences extralittéraires de sa polémique, et les fautes auxquelles l'entraînait son encrier, fautes contre la nation, et singulièrement plus inquiétantes que les erreurs de plume. L'étude de celle-là dépasse notre droit avec notre émotion. Nous n'imaginons pas par quel renversement de la tendresse cet homme que personnellement nous avons connu si tendre a pu écrire des phrases capables de provoquer des catastrophes et de mettre en branle pour le mal toute cette misérable humanité qui le trouva toujours si prudent. Et les larmes aux yeux devant un jugement que M. Émile Zola a rendu inévitable, nous évoquons le souvenir de Gustave Flaubert quittant sa table de travail pour aller faire l'exercice avec les gardes nationaux de Rouen, à l'heure où les Allemands menaçaient d'envahir la ville. Lucien Descaves, le livre à faire, L'Aurore, 25 février 1898. Un livre est désirable, et ce livre-là, j'espère bien qu'Émile Zola va l'écrire tout chaud. Il a été le héros de cette cause célèbre, qu'il en soit maintenant l'historien, qu'il nous donne, à son tour, ses impressions d'audience, dans une œuvre retentissante et belle, comme son acte de courage. Il a l'habitude des gros tirages, on peut lui prédire qu'il ne la perdra pas, en ajoutant ce volume aux 40 autres déjà publiés. Close la série des Rougon-Macquart, terminée la trilogie. Rome, Lourdes, Paris. Zola pouvait hésiter entre plusieurs études qui le sollicitaient, car de se reposer il n'était pas question. S'il y eut jamais dans les lettres françaises un professeur d'énergie, on conviendra que c'est celui-là. Voilà Zola ôté d'embarras. J'imagine qu'il sait aujourd'hui ce qu'il va faire et ce qu'on attend de lui. On lui a maintes fois reproché la documentation négligée de ses livres. On ne formulera toujours pas cette fois-ci contre Zola la première de ses accusations. On reconnaîtra qu'il était bien placé pour observer directement. Aussi bien, de là vient peut-être l'indignation des officiers qu'on a dérangés, défilant à la barre devant Zola qui n'avait qu'à se baisser pour en prendre des notes. Ces beaux militaires se sentaient déjà piqués tout vifs par la plume de l'écrivain qui s'est épargné ainsi bien des courses. On lui apportait la matière. Il n'a plus maintenant qu'à la pétrir. Je compte, nous comptons qu'il n'y faillira pas. On a 24 heures au palais pour maudire ses juges. Ceux-ci, plus larges et exactement informés, ont donné à Zola 1 an pour les peindre en pied, de face et de profil, assis et debout, couchés aussi, messieurs les jurés. Dans 1 an, Zola sortira de prison avec le manuscrit du livre Vengeur, qui y aura mûri et dont l'apparition coïncidera, c'est infiniment probable, avec la révision du procès Dreyfus. Alors les cannibales de ces jours derniers pourraient bien exécuter leur danse du scalp, au milieu du mépris public, retourné contre eux. Et si le livre est à clé, ce sera pour qu'il nous soit permis de siffler à notre tour. Acquitté, Zola pouvait avoir des scrupules. Condamné, rien ne le retient plus. Ce livre donc, il nous le doit. Il le doit à ses partisans et à ses ennemis même. Il le doit à cet Italien, à monsieur l'avocat général Van Cassel, qui porte un nom si éminemment français. Il le doit à l'impartialité du président de Le Gorgue, à la bonne foi des témoins, à la bravoure et à l'intelligence des 12 bourgeois devant lesquels il a comparu, aux corbeaux qui croassaient autour de la cour d'assises, aux chiens qui aboyaient aux roues de sa voiture, aux ânes qui opinaient des oreilles dans la foule salariée. Et il le doit encore, ce livre, aux généraux Gonze et de Pellieux, dont c'est la seule chance de laisser un nom. À l'âge qu'a aujourd'hui Zola, Victor Hugo avait écrit Les Châtiments. Mais il n'est pas trop tard pour dire à la société qui meurt de quoi elle meurt. Par là, le grand romancier peut couronner son œuvre et s'égaler à l'impérissable poète. Des courtisans s'étonnaient un jour devant le tsar qu'il toléra les exhortations prophétiques de Tolstoï.
C'est un apôtre, dit le tsar, je n'ai pas envie d'en faire un martyr. Cette envie, 12 bonhommes affolés l'ont eue. À la place de Zola, je les remercierai. Guéraud Richard, Zola condamné, La Petite République, 25 février 1898. En prison, Zola ? En prison pour la plus grande joie de ceux qui se disent républicains, blasphèment la liberté et se déshonorent jusqu'à jouer le rôle infâme de délateur. Sans doute, ils iront monter la garde à la porte de la cellule de Zola, pour qu'il ne s'échappe pas. Et nous, socialistes, que les victimes de l'oppression, quelle qu'elle soit, trouveront toujours, contre leurs juges civils ou militaires, contre leurs exploiteurs, contre leurs bourreaux, contre les prisons et les bagnes, contre les iniquités et les misères, contre le mensonge et la folie de répression, nous saluons Zola prisonnier. Lucien Victor Meunier, Vive la République, le rappel, 25 février 1898. À Zola condamné, nous adressons, nous républicains, nous patriotes, l'hommage respectueux de notre admiration et de notre reconnaissance. Nous avons combattu avec lui, autour de lui, la condamnation qui l'atteint nous frappe autant que lui. Nous revendiquons comme un honneur, comme une gloire, solidarité entière avec lui. Du verdict rendu par les jurés, nous sommes profondément attristés, mais point surpris. Il eût fallu à ces jurés vraiment un courage surhumain pour, malgré toutes les manœuvres, malgré toutes les menaces, rester libres. C'est le boulangisme qui recommence, soit. Nous l'avons vaincu il y a 10 ans, ne sommes-nous pas de taille à le vaincre encore ? Ces officiers envahissant l'enceinte même de la loi, audacieux, l'insultent à la bouche, froissant d'un poing impatient la poignée de leur sabre, dictant ses arrêts à la justice, labourant à coups d'éperon le code. C'est le coup d'État qui se prépare, c'est la dictature militaire qui s'apprête. Nous connaissons cela. Mais qu'ils le sachent, il leur faudra nous bâillonner pour nous réduire au silence. C'est la France que nous défendons contre eux, la France que les 18 Brumaire conduisent à Waterloo et que les 2 décembre traînent à Sedan. Nous ferons notre devoir, et nous sommes tranquilles. Aux outrages, aux menaces, nous opposons un front calme. La vérité est en marche, rien ne l'arrêtera. Au bout de nos efforts, de notre labeur, est la victoire. Tôt ou tard, du fond des ténèbres amoncelées, surgira la lumière, éclatante, triomphante. Jean Adalbert, ça commence, les droits de l'homme, 28 février 1898. Zola n'est pas seul. Qu'on raille les intellectuels, il les a avec lui. Il a avec lui les hommes de pensée contre les hommes de pouvoir. Tous les regards qui ne sont pas déviés par les bas intérêts de la politique et du fanatisme militaire et religieux sont tournés vers l'île du diable, vers un rocher où agonise un homme jeté là au mépris des lois et du droit le plus élémentaire. Paul Brula, Paris, Les droits de l'homme, 6 mars 1898. Paris, qui clôt la série des 3 villes, fut terminé au commencement de septembre dernier, c'est-à-dire 2 mois avant que n'éclatât l'affaire Dreyfus. Le livre n'en est pas moins une superbe et décisive réponse aux calomniateurs actuels. Il explique, il justifie la généreuse intervention de Zola. Les mobiles en sont simplement cette admirable pitié pour les vaincus, cette admirable foi en la justice et en la vérité qui frémissent dans toute l'œuvre. Ah, que l'orgueil est loin de pareils sentiments. Jamais Zola ne nous avait révélé à un si haut degré que par ce livre, son ardent idéal, son âme d'apôtre révolutionnaire, évoluant toujours vers une conception plus large et plus attendrie de la vie, plus héroïque aussi. Il n'a pas songé à Voltaire ni à Calas. Il n'a pas songé à sa gloire. Il a seulement obéi à sa nature, à son impulsion, à l'appel de sa conscience. Convaincu de l'innocence de Dreyfus, il ne pouvait agir autrement qu'il n'a fait. Des idées, il a passé aux actes. Il n'a fait qu'appliquer sa doctrine. Il a été sublime sans le vouloir, sans le savoir,
naturellement comme on respire. Voilà ce qu'on comprend quand on a lu ce livre.